Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce petit déjeuner InCyber Basic. On est ravis de vous recevoir de nouveau ici à la caserne des Célestins, en mode hybride parce que certains d'entre vous donc, nous suivent à distance. Merci en tout cas à tous d'être là. Si vous êtes à distance, n'hésitez pas sur Livestorm à utiliser l'option chat pour échanger pendant la séance et bien sûr l'onglet questions pour poser toutes vos questions. On prendra un petit peu de temps à la fin, s'il en reste, on fera en sorte qu'il en reste pour poser quelques questions. Si vous êtes, pour ceux qui sont dans la salle, évidemment, on vous passera le micro. Alors, le sujet du jour, c'est donc l'encadrement du transfert de données personnelles entre les États-Unis et l'Union européenne. Et si on a décidé de parler de ce sujet, c'était suite à l'annonce du 25 mars dernier de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Joe Biden pour les États-Unis, d'un nouvel accord qui viendrait donc remplacer, prendre la suite du Privacy Shield qui avait été invalidé en 2020 il avait été jugé qu'il ne permettait pas d'équivalence dans la protection des données personnelles qui étaient transférées entre les États-Unis et l'Europe. Le nouvel accord devait donc mettre fin un petit peu à cette situation de flou juridique dans laquelle on était en permettant un transfert sûr et prédictible de données personnelles. Alors, que faut-il attendre de cet accord? Que peut-on en attendre? Et finalement, que faudrait-il pour qu'il soit conforme aux normes européennes de protection des données personnelles? C'est donc la question dont on va discuter aujourd'hui avec Élise Dufour. Vous êtes associée chez l'Union Lebray, cabinet d'avocats, et donc vous apporterez votre perspective de juriste sur cette question qui évidemment a une grande dimension juridique. Et puis Yann Léchette, CEO d'Escaleway, et vous parlerez plutôt de la vision d'une entreprise dont le transfert de données est un petit peu le cœur de l'activité. Donc comment on gère tout ça. Alors la première question peut-être, on parle beaucoup de cet accord, mais finalement, quand sait-on? Est-ce qu'on sait, si j'ai bien compris, on n'a quand même pas beaucoup de visibilité sur le contenu, et même sur quand cet accord va arriver. Bonjour à tous et merci de m'accueillir et merci pour cette invitation. Oui, vous avez tout à fait raison, Amélie, on ne sait pas grand-chose de cet accord. Pour l'instant, il n'y a qu'une annonce qui a été faite conjointement par les États-Unis et par l'Union européenne, par la Commission, sur un principe d'accord. Les grandes lignes ont été publiées en ligne. Elles visent à corriger on va dire, les effets négatifs de l'accord précédent. Peut-être un petit historique pour rappeler comment est-ce que les choses se sont déroulées et d'où on part. On part, comme vous le savez, initialement de l'adoption du Safe Harbor, le Safe Harbor qui a été invalidé déjà en 2015 à l'époque pour à peu près les mêmes raisons. C'est dans ces conditions qu'en 2016, on a adopté le Privacy Shield, qui à nouveau a fait l'objet d'une décision d'invalidation en juillet 2020. Pourquoi est-ce que l'arrêt Schrems 2 a abouti à une invalidation du Privacy Shield? Eh bien, en raison de cet acte américain dont on a largement débattu, qui s'appelle le FISA, c'est le Foreign Intelligence Service Act, et notamment l'article 702, la section 702 qui pose beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que globalement, cet article 702 du FISA donne au gouvernement américain la possibilité, au pouvoir en fait d'intelligence économique, en fait aux services secrets, là, concrètement, de pouvoir avoir des informations par le biais des acteurs du domaine des communications électroniques de façon illimitée. Et ce, sans respect du principe, notre principe de minimisation qui nous est si cher. Ça, c'est la première difficulté à laquelle on est confronté dans le cadre d'un transfert de données vers les États-Unis. C'est que par cet article 702, cette section 702, les agents des services secrets ont la possibilité, par le biais du directeur du commerce et du représentant
du NSA ou du FBI d'avoir une injonction, une autorisation visant à avoir accès à l'ensemble des communications, qu'elles soient stockées dans du cloud. C'est aussi le Cloud Act, peut-être que vous en direz quelques mots, qui n'est pas... le cloud, c'est pas pour le cloud, hein, c'est le nom de l'acte en question. Et également, l'autre difficulté, donc au-delà de ce principe de minimisation qui n'est pas respecté, c'est que les citoyens qui ne sont pas américains n'ont pas la possibilité de faire un recours devant les autorités nationales pour faire valoir leurs droits. Ce sont les deux grandes difficultés auxquelles on est confronté et que cette annonce entre la commissaire européenne et le président américain vise à corriger, mais il y a certainement un petit chemin à construire ensemble et surtout une modification de la loi, puisqu'il y a une ordonnance qui va être adoptée, qui va poser les fondements de ce nouvel accord, mais cette ordonnance devra initialement être fondée sur un texte qui sera nécessairement modifié. Merci beaucoup. Effectivement, on va bien reparler de tout ça, mais il y a une seconde question quand même qui se pose. Finalement, donc dans cet accord, on ne connaît pas grand-chose, donc rien n'a été annoncé. C'est la question du timing. Alors, est-ce que finalement, c'est un accord qui n'existe que dans la tête des deux qui l'ont annoncé? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Pourquoi ce timing, alors même que finalement, le 25 mars, c'était en une période où on pensait que l'Union européenne avait peut-être d'autres chats à fouetter que de se poser la question des données personnelles, même si c'est une question très importante. Mais quid du timing? Alors, que faut-il en conclure? Yann, peut-être pour commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse conclure aujourd'hui, mais en tout cas, le timing est tout particulier et mon prisme d'analyse est plutôt géoéconomique en tant qu'acteur du cloud. Force est de constater que l'Europe, en particulier, n'est pas du tout souveraine en matière de cloud et en matière de technologie, en matière de numérique. C'est-à-dire que nous avons une dépendance maximale à ces plateformes américaines qui, dans quasiment tous les sujets, que ce soit B2B ou B2C, ont une forte dominance, bien au-dessus de 50% de part de marché. Donc ça, c'est notre contexte, c'est notre dépendance. Et on voit très très bien que le conflit en Ukraine a saisi finalement le sujet de la souveraineté numérique, qu'elle soit nationale ou européenne, sur ce point de vue. Donc le timing est tout particulier parce que quasi simultanément, on a la garantie d'obtenir de l'énergie des États-Unis en échange de nos données. Pétrole contre données. Pétrole contre données. Et si on regarde les grandes masses, on parle de dizaines de milliards d'euros de valorisation, sauf que les données, ce sont des valorisations à terme qui peut-être ne pourront pas être réversibles. Donc ça, c'est un grand danger. Donc nous, acteurs de l'économie numérique européenne, nous questionnons finalement de si l'équation est favorable ou défavorable. Pour l'instant, elle nous paraît défavorable parce que la situation depuis des décennies, finalement, est très asymétrique. Les États-Unis ont développé ces super plateformes et aujourd'hui, alors dans le cloud, on parle de IaaS, de PaaS, de SaaS. Pour simplifier, les trois dernières lettres signifient as a service. C'est-à-dire qu'on bascule d'un modèle d'exploitation de logiciels sous forme de licence. Donc on obtient une licence, mais on l'exploite pleinement. Et aujourd'hui, on est dans une configuration qui est hébergée chez un tiers, as a service. Et c'est ça qui fait que l'on se retrouve dans une situation de dépendance accrue, puisque l'exploitant est finalement celui qui fournissait autrefois la licence. Donc, on peut penser à Microsoft qui nous fournissait des licences de Microsoft Windows ou de Office 365 sur disquette, puis sur CD, puis en téléchargement. Et aujourd'hui, tout bascule dans le cloud. Et donc, lorsque l'on se retrouve en face d'un acteur comme les États-Unis, comme des acteurs, les GAFAM, pour prendre un raccourci, qui ont cette capacité, eh bien, on peut imaginer que ces sociétés américaines de droit privé sont le bras armé de l'hégémon américain d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue géoéconomique. Donc, c'est inquiétant parce que nous sommes dans une situation où finalement l'Europe est dépendante de ces technologies,
si on regarde la part de marché, alors je peux parler de Scaleway en tant qu'alternative, mais le sujet est plutôt de constater qu'il n'y a pas d'équilibre, qu'il y a plutôt un grand déséquilibre. D'un point de vue de l'hégémon, eh bien, les lois extraterritoriales sont toutes particulières. On a parlé évidemment du Cloud Act, on a parlé des lois FISA, et tout ça s'inscrit finalement dans la continuité, peut-être même du Patriot Act, suite à 9/11. Donc les États-Unis ont repris le dessus sur le contrôle via les lois extraterritoriales, qui n'est pas notre manière de fonctionner au niveau européen. Donc en Europe, nous avons cette tendance d'être ultra-libéraux, de permettre aux États-Unis de faire un petit peu tout et n'importe quoi avec nos citoyens. Récemment, nous nous sommes organisés avec des lois qui protégeraient les données de nos concitoyens. Donc, RGPD, on a déjà marqué un grand point là-dessus. RGPD n'aide en rien d'un point de vue géoéconomique, mais cela aide en effet à protéger les données de nos concitoyens. Donc ce manque de réciprocité crée un déséquilibre majeur, et donc on peut évidemment imaginer que les discussions visent à favoriser d'un côté le statu quo, c'est-à-dire la dominance des acteurs du numérique qui se trouvent être américains, en échange d'un besoin fondamental comme l'énergie. Et Élise, peut-être sur cette question du caractère politique de cette annonce, et quel est le contenu juridique finalement de tout ça? Le contenu juridique, il est très faible en fait. Il est vide pour l'instant, c'est en effet qu'un effet d'annonce. Et comme vous l'avez peut-être noté, l'effet d'annonce est intervenu immédiatement après l'annonce du conflit en Ukraine. Donc il y a, et de la position du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc cette concordance, on va dire, d'événements est pour le moins surprenant, et en tout cas ça interroge. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est en train d'offrir nos données aux grands acteurs américains en échange d'éléments qui sont nécessaires à notre survie. Donc ça interroge aussi sur notre souveraineté, sur notre indépendance, et on se retrouve finalement un peu coincé entre deux grands acteurs, même si aujourd'hui on s'intéresse aux États-Unis, on peut aussi s'intéresser demain à la Chine, qui est l'autre grand acteur, et on se retrouve vraiment, et d'un point de vue presque géopolitique, coincé entre ces deux géants, et face à en tout cas une ressource qui est essentielle pour les deux, c'est-à-dire nos données personnelles, nos habitudes, notre savoir également, c'est encore un autre aspect, ce sont les données non personnelles, mais tout notre savoir-faire qu'il faut protéger. Mais on a des outils qui sont utiles. Je pense qu'ils sont utiles parce qu'ils permettent de donner en tout cas une couleur, ou en tout cas une directive. C'est notre rôle d'Européens d'être un peu le phare du monde pour donner d'un point de vue éthique la façon dont nous, défenseurs des droits de l'homme, nous pensons qu'il faudrait se comporter. Donc c'est très noble, mais nos armes restent assez intellectuelles et assez peu, on va dire, contraignantes. Et la Chine, vous en avez parlé, mais qui, je crois, est aussi en train de mettre en place un système, un système de protection des enfants, un GPD-like local. Quel est l'objectif finalement, et comment ça s'articule avec toute cette discussion qu'on a aujourd'hui sur un futur nouvel accord? C'est très intéressant. Si on regarde le PIPR qui a été adopté en janvier, qui est un RGPD Canada Dry, c'est très amusant de voir à quel point la structure du RGPD est respectée. En le lisant rapidement, on a vraiment l'impression de lire du RGPD. Mais regardez de plus près, on comprend que si en tout cas la forme est similaire, l'objectif est très très différent. Il est très différent au moins sur deux aspects. Le premier, c'est que les entités publiques ne sont pas concernées par ce PIPR, en tout cas de ce qu'on comprend. Donc ça ne concerne que les entités privées. Et le deuxième aspect intéressant, c'est que la sécurité, c'est-à-dire il y a tout un volet sécurité qui est très développé, puisque justement, parce qu'on parlait des flux, lorsque des flux sont à organiser entre la Chine et le reste du monde, ça doit passer entre les mains du gouvernement chinois, qui doit faire un audit de sécurité très approfondi. Donc finalement, grâce à la sécurité, qui vise à protéger normalement
les données, finalement, on voit que pour les acteurs gouvernementaux, c'est une arme et une possibilité de s'introduire dans les systèmes et d'avoir une parfaite connaissance, en fait, du fonctionnement. Ça, je pense que nos amis RSSI ne diront pas le contraire. Ici, évidemment, ils sont bien conscients que la sécurité, c'est un enjeu majeur. La Chine l'a bien compris. Et pour qu'un flux puisse sortir de la Chine, élément que nous n'avons pas dans le RGPD, on pourrait d'ailleurs s'en inspirer, il faut d'abord que le gouvernement s'assure que d'un point de vue sécurité, ce flux est possible. Intéressant. Intéressant, en effet, on voit bien qu'il y a donc tout un volet politique, sécuritaire, enfin, la protection des données personnelles. Il y a aussi un aspect business, on en parlait, mais c'est aussi redonner peut-être confiance dans les échanges commerciaux transatlantiques, alors que justement l'invalidation de Privacy Shield a ouvert un flou, un trou juridique qui était loin d'être avantageux pour toutes les organisations, entreprises, surtout les petites. Finalement, quels étaient Comment se posait le problème de cette insécurité juridique pour les entreprises qui transfèrent de données Yann, peut-être? Alors, c'est intéressant parce que vous utilisez le mot confiance. Et récemment, le gouvernement a proposé le cloud de confiance. Ce que je trouve particulièrement dérangeant, puisque le terme confiance, comme vous le savez peut-être, vient du latin confidere, qui signifie avoir foi en quelque chose. Or, en termes juridiques, la foi n'a pas lieu d'être, je pense. On est sur des notions un peu plus strictes, démontrables, déterministes. Et donc, la notion de confiance est toute particulière, encore une fois, si on revient dans l'univers du as a service. Je pense que nous entrons dans l'ère où on ne peut plus avoir confiance par défaut. Et par conséquent, la position d'un point de vue d'analyse du risque, donc en risk management pur, la position doit être celle du repli pour les données qui sont dites sensibles. La position de base, c'est de dire si les données sont sensibles, alors je dois réduire mon exploitation à son essence la plus maîtrisée, c'est-à-dire en juridiction parfaitement française ou européenne. Donc, on se retrouve finalement avec le sujet du cloud, par exemple, que je connais plutôt bien, et qui nécessite de se dire, est-ce qu'il existe des fournisseurs qui fournissent le socle commoditaire? Si oui, alors probablement, je dois traiter mes données sensibles avec des acteurs locaux. Si je suis une multinationale, peut-être que je dois organiser mes flux en fonction des données de mes clients. Si j'ai des clients aux États-Unis, en Chine et en Europe, eh bien, je peux peut-être répartir ma charge. Or, il y a un mythe aujourd'hui qui est entretenu, qui est celui qu'on ne peut avoir confiance que dans ces acteurs majeurs établis depuis toujours. Et on se souvient du vieil adage, a-t-on déjà été licencié pour avoir choisi IBM? Même chose avec Microsoft, même chose avec AWS, même chose, etc. Et en réalité, la technologie évolue en permanence et ce socle communautaire existe aujourd'hui. Donc on peut faire les choses différemment. La question que l'on doit se poser en tant que décideur, en tant qu'influenceur, en tant que citoyen, c'est ce choix que l'on fait au quotidien de choisir telle ou telle prestation pour protéger les intérêts de mes clients. Alors c'est plus compliqué, il faut se creuser la tête. Mais cette notion de confiance par défaut s'inscrit dans un choix qui est le choix raisonnable par rapport à des données sensibles. Si les données ne sont pas sensibles, ça change complètement le débat. Mais on peut imaginer que cette incertitude, finalement, qui a été à la suite de cette invalidation du Privacy Shield par la Max Schrems, va continuer d'être challengée en permanence. Et on se retrouve même dans un scénario, alors la Chine clairement développe ce scénario-là, la Russie développe ce scénario. La Russie est en train de se désengager de système DNS, la notion de résolution des noms de domaine. Le DNS qui est mondial normalement. Et donc on se retrouve avec cette notion nouvelle de split Internet. L'Internet pourrait se segmenter, se modulariser par grandes plaques. Et donc la question de repli se pose, mais elle doit se composer, il me semble, entre ces notions de données qui sont sensibles et les données qui ne sont pas sensibles. Donc, on doit organiser le flux, finalement. On doit se poser la question par rapport aux fournisseurs, par rapport à la géographie des données, à savoir si les données sont gérées, par exemple, par un hébergeur qui est géographiquement implanté, mais ce n'est pas suffisant. Puisque, par effet domino, les lois FISA
pourrait impacter à tout moment, et ça n'a rien à voir avec le Privacy Shield, les lois FISA pourraient invalider le logiciel qui est utilisé pour stocker les données. Donc, dans la chaîne de valeur, dans la chaîne des éléments constituant la stack technique qui gère les données, eh bien, est-ce que j'ai une souveraineté totale, de bout en bout, pour pouvoir encaisser ce risque géopolitique? Et on le voit très très bien. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un article qui a été publié sur l'angoisse des DSI des entreprises du CAC 40 qui se retrouvent dans l'incapacité d'exploiter leurs services et leurs données en Russie parce que des acteurs américains ont décidé d'arrêter leurs services. Eh bien, les acteurs français sont souverains théoriquement dans leur décision d'arrêter ou de continuer de faire du business avec la Russie, mais ils n'ont pas le choix. C'est un acteur privé américain qui a pris cette décision. Et parfois même, cet acteur, c'est tout simplement le président des États-Unis qui, par injonction directe, comme c'était le cas avec Trump et Huawei, a dit Huawei n'a plus le droit d'utiliser Android. C'est terminé. Et c'était la loi FISA. Et donc, cette dépendance absolue sur toutes les couches du logiciel font qu'on doit se poser la question de manière assez radicale, assez binaire, de ne pas avoir confiance par défaut et se poser la question des données sensibles. Et alors justement, en l'absence d'accord après le Schrems 2, on échange quand même, on transmet des données quand même, malgré tout. Sur quelle base, quelle est la référence en fait pour prendre ces décisions justement de transférer, sous quelles conditions? Alors, je vais juste revenir sur un point qui est très important et très intéressant. Le FISA, c'est vrai, ça ne vise pas les flux, ça vise les acteurs américains. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement américain a la possibilité, même si un stockage des données est effectué en Europe, d'avoir accès de la même manière aux données à partir du moment où le stockage est assuré par un acteur américain, par une entreprise américaine. Donc, il y a cette petite, on va dire, ce raccourci intellectuel qui est fait et dont il faut se méfier. Ce n'est pas uniquement, là on parle des flux, parce qu'on est sur l'article 46 du RGPD. Alors, pour reprendre un petit peu ces aspects-là, la possibilité d'organiser des flux transfrontières entre l'Europe et les États-Unis est soit permis par le biais d'une décision d'adéquation, hein, c'est soit parce qu'il y a une décision de la Commission européenne qui après analyse des conditions juridiques d'un pays tiers, considère qu'elles sont équivalentes à celles prévues en Europe, qu'une décision d'adéquation est adoptée et que ces flux peuvent être organisés librement sans autre instrument juridique. Prenons quelques exemples. C'est le cas par exemple du Canada, de l'Argentine, du Japon, très récemment la Corée du Sud. Ce sont autant d'États, autant de pays que la Commission européenne a analysé d'un point de vue juridique et a considéré que les règles mises en œuvre étaient strictement équivalentes aux nôtres en Europe, et donc les flux étaient possibles librement. Donc il n'y a rien de particulier à faire, si ce n'est d'informer les personnes concernées de l'existence d'un flux, ce qu'on va faire dans une politique de confidentialité. Si cette décision d'adéquation n'existe pas, décision d'adéquation, ce n'est pas le Privacy Shield d'ailleurs, hein, c'est différent encore. Hein. Mais si cette décision d'adéquation n'existe pas, il y a d'autres instruments juridiques qui sont possibles, à savoir les clauses contractuelles type, les BCR, ou les éventuels autres accords bilatéraux, type Privacy Shield. Donc les clauses contractuelles type, c'est sur cet instrument-là qu'on s'appuie aujourd'hui pour organiser les flux vers les États-Unis. Les clauses contractuelles type sont des clauses qui ont été adoptées l'année dernière, revues par la Commission européenne. L'Angleterre a adopté les siennes récemment le mois dernier pour également organiser ces flux vers le reste du monde, puisque depuis le Brexit, l'Angleterre est elle aussi dans la même situation et va certainement de plus en plus dériver et s'éloigner du RGPD. Voilà, c'est encore une autre question. Mais donc ces clauses contractuelles type permettent de transférer ces données sous réserve que des mesures techniques et organisationnelles et contractuelles sont mises en œuvre. Donc les mesures contractuelles, ce sont les clauses contractuelles type qui ne peuvent pas être modifiées, et derrière, dans les annexes, il y a les éléments organisationnels et techniques
qui doivent être renseignées. C'est-à-dire quelles sont les catégories de données qui sont transmises, avec quelle fréquence, avec quelles mesures de sécurité. Et c'est là où il y a un travail à faire qui est difficile pour le juriste, parce qu'on n'est pas technique, de savoir si, au regard des données, c'est pour ça que votre point est très intéressant et très important, la sensibilité de la donnée, ou le caractère particulier de la donnée, au sens de l'article 9 du RGPD, qu'on appelait avant données sensibles, est essentiel à aller regarder, car les mesures que vous allez mettre en œuvre vont être différentes en fonction de la qualité des données. Prenez vos données vraiment comme des produits, on va dire des éléments vivants ou frais, vous n'allez pas avoir le même niveau de précaution avec un fruit très délicat tel, je ne sais pas, une fraise ou une framboise, qu'avec des petits pois, par exemple. Donc, si vous avez des données qui sont très sensibles, très délicates, vous allez mettre en place des mesures de protection plus supérieures, voire tout faire pour les garder en Europe. Et à ce titre, la position de l'Europe a été très surprenante avec Microsoft. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique avec le Health Data Hub qui a été abandonné et qui a fait l'objet d'une action parce que les données de santé étaient hébergées par Microsoft. Et le Conseil d'État a considéré que les mesures de sécurité qui étaient mises en œuvre étaient suffisantes pour que Microsoft puisse héberger ces données, notamment parce qu'il y avait eu un chiffrement des données et la clé de chiffrement restait côté Europe et n'était pas à la disposition de Microsoft. Ce qui rendait, en théorie, je pense que c'est vraiment que théorique, parce que les experts en sécurité me diront certainement le contraire, les données étaient inaccessibles à l'hébergeur Microsoft en l'espèce. Donc, c'est tout l'enjeu en fait. Quand on regarde les trois décisions, il y a, à ma connaissance, 4 décisions à date qui ont été rendues suite à Schrems 2 sur les transferts de données de l'Europe vers les États-Unis dans le cadre de l'utilisation des cookies avec l'outil Google Analytics en fait. Il y a 4 décisions qui ont été rendues, une en Autriche, 3 en France par la CNIL. Et les 3 décisions de la CNIL sont rédigées de la même manière. Il est indiqué, voilà, il y a une analyse qui est faite au mois de mars, c'est très récent par la CNIL, sur les flux de données du fait de l'exploitation des cookies par Google Analytics de l'Europe vers les États-Unis et des données qui sont envoyées. Et la CNIL dit bien que parce qu'il y a une somme de données, même si elles sont pseudonymisées ou indirectement identifiantes pour la personne, elles permettent néanmoins à un acteur comme Google d'avoir une connaissance du fait d'un identifiant unique de la personne concernée et les mesures mises en place, techniques et organisationnelles, qui ont été mises en place par Google, notamment par ces rapports de transparence, ne sont pas suffisantes pour permettre ce flux de données. Donc ça va dépendre de la sensibilité de la donnée. Et toi, que le terme sensibilité me plaît bien, parce que ça va au-delà de la donnée particulière, une donnée on va dire, d'utilisation, d'usage ou on va dire, d'habitude, et pas une donnée sensible au sens du RGPD. Mais la CNIL considère qu'au regard de cette combinaison de données, en fait, la sensibilité résulte peut-être de la somme des données qu'on peut avoir sur une personne et donc de la connaissance précise des habitudes d'une personne pour imposer des mesures de protection supplémentaires. Et ce que dit la CNIL, c'est que dans la mesure où, même s'il y avait un hachage des données qui était organisé par Google, mais que Google détient cette clé de hachage en fait, c'est elle qui la met en œuvre, et bien forcément, les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes, puisqu'elles ne protègent pas les données au regard, en tout cas, du côté européen, des acteurs américains ayant la possibilité d'avoir accès à ces données, qui ne sont pas, une fois de plus, particulièrement sensibles au sens du RGPD. Mais je pense par le volume, le deviennent. Oui, j'ajouterais qu'en fait, on ne peut pas dissocier la sensibilité d'une donnée de la sensibilité de l'ensemble des données dans son exploitation. Et c'est pour ça que, sans vouloir effrayer, aujourd'hui on dit que voilà, si on sépare la clé d'encryption de l'exploitant, quelque part on est protégé. Sauf que, qui aura la suprématie quantique? Dès lors qu'un acteur détient la suprématie quantique, instantanément, il peut tout décrypter. Voilà.
Donc en réalité, cette notion de sensibilité doit s'inscrire dans la dualité de la sensibilité de la data au sens RGPD et de la sensibilité d'exploitation d'un point de vue opérationnel. On ne peut pas dissocier les deux. Et donc, d'un point de vue juridique, je pense que une des considérations est celle du conseil, celle de la prudence aussi, pour pouvoir justement jauger de l'impact sur l'exploitation de l'entreprise de ces données, de son aspect finalement risk management. Et donc, finalement, est-ce que le flou actuel n'oblige pas à plus de vigilance et peut-être cette petite gymnastique pour dissocier pas dissocier justement ces données qui sont personnelles, sensibles, etc., que ne permettait pas l'accord précédent? Et est-ce que finalement, quel est le risque finalement, pourquoi on veut sortir de cette situation si finalement, même involontairement, elle permet plus de protection, elle a vraiment besoin d'un nouvel accord. Si on peut toujours transférer des données et qu'en plus on prend des bonnes habitudes de vérification qui font qu'on est mieux protégé, et qu'en plus l'absence d'accord n'empêche pas la CNIL et les autres autorités nationales de prendre des sanctions, finalement, a-t-on vraiment besoin d'un nouvel accord? Moi, je pense que Max Schrems ne s'arrêtera pas là. Et donc, la position par défaut serait peut-être de dire que pour pouvoir avancer, d'un point de vue technologique, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue du business, d'un point de vue de la société numérique qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, nous devons avancer comme si ce Privacy Shield ne pouvait pas se matérialiser correctement dans le temps. Donc, il faut s'organiser de manière à pouvoir avancer sans pouvoir facilement être rassuré par des accords. Il faut malheureusement constater que le monde a changé, notamment parce qu'il y a cette notion de as a service, j'insiste, ça change absolument tout. Donc le fait de devoir confier ces données à des tiers, qui permet d'être en effet beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique. Lorsque le gouvernement, récemment, le 17 mai 2021, c'est ça, oui, a annoncé le cloud de confiance et la doctrine cloud au centre, le gouvernement français dit nous avions des ordinateurs qui nous permettent de tout faire en interne, mais ils sont poussiéreux, ils sont chers, difficiles à maintenir. Nous avons perdu la capacité d'innover. Donc on va aller vers le cloud pour pouvoir rendre du service aux concitoyens. Donc c'est merveilleux. D'autant que la France est en retard par rapport à l'Angleterre, à l'Allemagne. Donc il faut qu'on aille vers ces outils plus modernes. Mais cela crée cette complexité vis-à-vis de la donnée, en effet. Donc, il faut aller de l'avant, parce que c'est le sens de l'histoire, mais cette histoire redessine, rebat les cartes en matière de confiance. Donc, il faut ne pas être naïf, il ne faut pas imaginer que des injonctions entre Biden et l'Europe, qui est plutôt complaisante sur le sujet. Encore une fois, au niveau européen, nous sommes dirigé par un consortium de représentants qui aussi représentent les intérêts de l'Allemagne, de la Pologne, qui sont elles-mêmes des structures qui ont de fortes dépendances militaires vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis. Donc le tropisme fait que l'Europe ultralibérale ne cède pas. Moi j'appelle plutôt à du protectionnisme libéral, c'est-à-dire un peu la base, ce que font les États-Unis, ce que font la Chine. Donc l'Europe doit se saisir un petit peu de ces sujets pour protéger ses actifs, protéger ses données, protéger ses citoyens. Et aujourd'hui, le RGPD est intéressant parce que c'est un premier vecteur de loi extraterritoriale, mais qui ne fait que protéger théoriquement les intérêts des citoyens et pas les intérêts économiques. Alors que les États-Unis protègent leurs citoyens, leurs intérêts économiques, leurs intérêts militaires. Le package total. Donc, à un moment donné, l'Europe doit se saisir du sujet. Et je pense que la position, par défaut aujourd'hui, c'est de dire on ne peut plus dépendre autant. Et un monde équilibré, c'est lorsque les parts de marché sont relativement équilibrées. Et là, on a un rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force doit s'inverser. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce rapport de force, quelque part, on en est complice en fait, parce que c'est par nos données que ce rapport de force a pu être déséquilibré. Donc ce qu'on essaie de faire
et c'est difficile, c'est de rétablir cette balance. Pour ça, il faudrait qu'on protège nos données, sauf que on est dépendant à l'heure actuelle d'un point de vue techno, même si on a, je pense, le savoir-faire et on a la capacité, c'est une question de moyens, je pense une question de stratégie commerciale et d'investissement. Nos investissements devraient être plus massifs dans nos structures, dans nos infrastructures et dans notre techno, de façon à pouvoir jouer à armes égales. Et c'est d'ailleurs c'est intéressant d'en parler dans ce lieu mythique. Nos armes restent assez pas aussi puissantes, mais et les Chinois et les Américains ont besoin de nous. Et c'est pour ça qu'ils ne nous torpillent pas, concrètement. Et c'est pour ça qu'ils restent quand même assez aimables avec nous. Mais tant qu'on joue le jeu, tant qu'on est d'accord pour transférer nos données et leur donner ces données. Pourquoi? Parce que ces données, elles sont essentielles. Alors, on est en train de parler aussi d'un autre règlement, encore un autre sujet, le règlement sur l'IA, qui est essentiel pour demain. C'est un RGPD bis qui est en train de se préparer, qui sera adopté. Mais pour alimenter ces IA, on a besoin de données, on a besoin de les structurer, et c'est la donnée de qualité qui fera que les IA, les intelligences artificielles, seront performantes. Et c'est ça l'enjeu de demain. C'est ça l'enjeu de demain. Et c'est pour ça que la donnée, elle est vraiment fondamentale. Et il faut la protéger. Et je ne peux qu'être d'accord sur le fait que la donnée sensible, et par le volume, et par la qualité de la donnée, et aussi par l'usage qui en est fait, l'objectif, le but qui est poursuivi est vraiment à regarder avec beaucoup d'attention. Et pour répondre à votre question de savoir est-ce qu'on a besoin d'un Schrems, pardon, j'anticipe un petit peu, un Privacy Shield 3 qui aboutira certainement à un Schrems 3, certainement oui, parce que on voit que ça, en tout cas, ça force ce grand acteur, les États-Unis, à se redimensionner. Alors, pas trop, ne soyons pas non plus complètement naïfs, ils ne vont pas révolutionner, mais en apparence, ils vont faire un petit pas. Et certainement qu'on va s'en contenter. Et certainement que Max Schrems est déjà en train de préparer ses armes, c'est ce qu'il a annoncé en tout cas, il regarde ça de très près, il est déjà en train de préparer son Schrems 3. Donc il y aura certainement un Schrems 3, donc on recommencera le nouveau tango à 3, c'est-à-dire on fait un petit pas, nous les Européens, les Américains disent d'accord, on va refaire aussi un petit pas, et Schrems va revenir dans la danse pour dire non, maintenant c'est pas suffisant. Donc je pense que oui, c'est nécessaire, et petit pas par petit pas, on arrivera vers un peu moins pire. Mais l'enjeu, je suis d'accord avec vous, la vraie solution, c'est de redevenir maître de nos données et donc d'être indépendant d'un point de vue géopolitique et surtout d'un point de vue technique. Je pense que ça passe par là. Sur le territoire européen, il faut que les Européens s'associent, conjuguent leurs talents pour qu'ensemble, on arrive à faire face, tout simplement. Et alors justement, c'était la question qui suit évidemment, mais que faudrait-il pour qu'un nouvel accord permette vraiment d'être conforme aux normes européennes pour la protection des données personnelles? Est-ce que c'est même imaginable, d'un point de vue juridique, peut-être d'un point de vue des pratiques aussi? Je vais commencer, mais bon, d'un point de vue juridique, il faudrait un miracle juridique. Il faudrait une révolution juridique. Il faudrait concrètement qu'il y ait un changement de paradigme total côté américain. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est pas leur intérêt, puisque d'abord, l'intérêt il est d'abord économique, donc, et aussi politique et de défense. Donc ils ont besoin de ces données pour se protéger, et ce depuis notamment septembre 2001, l'attentat du 11 septembre. Donc d'un point de vue, j'ai envie de dire, atavique, en fait, structurel, personnel, ça me paraît très difficile pour un gouvernement américain d'aller dans le sens d'une non-surprotection et donc d'une non-possibilité finalement d'avoir, parler des grandes oreilles des Américains, d'avoir ces grandes oreilles et donc d'écouter le reste du monde. Et ça passe par là, c'est d'abord défensif, donc d'un point de vue sécuritaire. Je ne pense pas que les Américains soient prêts à lâcher ça. Oui, je confirme, les États-Unis sont l'hégémon
veulent le rester. Lucas, ici, m'a fait le plaisir de m'encadrer un article qui est extraordinaire parce que ça permet de savoir contre quoi on se bat. Alors, évidemment, je me bats contre la concurrence, mais non pas parce que je ne les aime pas, parce que je les admire. Les Américains ont des technologies très efficaces, ils ont des business très ambitieux. Mais cet article, qui est encadré dans mon bureau, est un article de la US Chamber of Commerce, qui dit, en quelques mots, ces Européens commencent à nous fatiguer avec leur régulation à 2 balles, parce qu'ils nous empêchent de leur faire des poches, ces 450 millions d'Européens, pour créer des emplois aux US. Point. L'article est aussi clair que ça. C'est-à-dire que la volonté économique est telle que pour eux, l'Europe fait partie de l'extension de leur marché. Et donc, ils viennent se servir ici. Donc, nous sommes les poches profondes. C'est pour ça que les Américains et les Chinois sont sympas avec nous, parce que nous avons les poches profondes. Nous sommes véritablement ce poumon financier qui permet aux Chinois de vendre des choses, aux Américains de vendre la technologie. Et donc, c'est assez insupportable. En réalité, le problème n'est pas américain, il est européen. C'est un problème que nous devons gérer nous-mêmes. Et moi, j'ambitionne, j'imagine, je fantasme d'un monde dans lequel, d'un point de vue technologique, les Européens arrivent à rééquilibrer de telle sorte que, et ça c'est un biais personnel, j'estime que nous avons plus en commun avec les États-Unis qu'avec les Chinois. Par conséquent, puisque on peut imaginer que ce sont les Européens qui ont créé les États-Unis et les États-Unis qui ont créé l'Europe d'après-guerre, donc nos destins sont liés, eh bien on peut imaginer qu'un monde libéral dans lequel la concurrence joue son plein est un monde équilibré où les Européens sont capables d'être les bons sparring partners des États-Unis. Or aujourd'hui, nous sommes vassalisés. Et c'est ça qui pose problème. Donc, en tant que citoyen, en tant que décideur, en tant que chef d'entreprise, moi, ce qui m'intéresse pour les générations d'après, nos enfants et les Européens de demain, c'est de rééquilibrer l'ensemble. Mais on doit le faire avec une protection juridique, avec un développement économique et des choix que l'on fait au quotidien qui ne sont pas simples. Pour moi, ça passe. Ça me fait penser. J'ai eu la chance, là, en début d'année, d'aller aux États-Unis pour aller visiter des startups et puis faire le tour un peu des nouvelles techno et des nouvelles grandes tendances actuelles. Et ce qui était étonnant, c'était de voir qu'il y avait une forte représentation française. C'est vrai, mais des tout petits acteurs, c'était des tout petits acteurs qui vont certainement disparaître, parce que cette volonté économique, elle manque d'ambition. Il faudrait des investissements massifs pour arriver à être au même niveau. Et ça, c'est une volonté politique qui pourra y arriver. Et il faut qu'on soit ambitieux, qu'on soit fier, qu'on soit un peu conquérant, donc qu'on ait une autre approche, mais ça passera vraiment par un investissement fort et certainement conjugué au niveau européen. Il y a du travail alors, hein, mais donc finalement, la balle est à la fois dans le camp des Américains pour les questions de changement de législation aussi, quel type de requêtes ils autorisent, etc. Mais dans le camp européen aussi, changer un peu nos pratiques, être plus vigilants sur les fournisseurs ou les entités auxquelles on veut donner nos données, quelles données, voilà, donc un pas des deux côtés. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, mais est-ce qu'il n'y a pas, il y a un autre accord aussi en discussion sur les données non personnelles. Quel peut être l'effet de bord peut-être de l'influence respective de l'un sur l'autre? Est-ce qu'il y a éventuellement des liens entre les deux? Alors je dirais vigilance parce que la notion de données sensibles s'applique à des données personnelles et non personnelles. Donc il faut définir ou redéfinir cette notion de données sensibles et ne pas se dire que finalement c'est bon, on a tout compris, c'est tout ce qui touche au RGPD c'est sensible, tout ce qui touche pas au RGPD n'est pas sensible. Non, c'est plus compliqué. Il faut penser aux données sensibles d'un point de vue d'exploitation, d'un point de vue
de l'aspect finalement très opérationnel de ces données. Qu'est-ce qui se passe si je les perds? Qu'est-ce qui se passe si on me les vole? Qu'est-ce qui se passe si la loi change et que soudainement je ne peux plus faire comme avant? Donc c'est encore une fois une question de risk management. Donc ce sujet-là est, à mon avis, une pente glissante. Il faut faire très attention parce qu'on pourrait nous faire comprendre que finalement, voilà, les données non personnelles, tout va bien, circulaire, une avoir, faites comme d'habitude. Oui, les données non personnelles, donc il y a en effet un règlement concernant les données non personnelles, mais qui est assez léger, qui n'est pas très long, mais qui vise surtout à organiser l'interopérabilité des systèmes entre eux, de façon à pouvoir transférer les données d'un système à un autre. Les données non personnelles, c'est tout ce qui ne va pas être relatif à une personne physique, ça va viser tout ce qui est secret des affaires, savoir-faire, tout ce qui est intelligence en fait. Il faut y être encore, et je pense qu'il faut être encore plus vigilant sur les données non personnelles, parce que l'enjeu économique est tout aussi important, mais la protection est moindre. Et ça passe certainement, une fois de plus par la partie technique que juridique, et par les mesures de protection et de sécurité qui existent, pour éviter une éventuelle faille de sécurité et que ces assets, en fait, cette richesse Est capable d'anticiper la quantité de données qui va s'amasser, puisqu'on l'a traité d'un point de vue théorique et d'un point de vue unitaire, eh bien, cette exponentialité va créer une dépendance exponentielle et un lock-in radical qui fait qu'on ne pourra plus sortir. D'un point de vue économique, par exemple, on peut parler des frais digress, qui sont des frais de sortie de données lorsqu'on sort d'un acteur du cloud. Donc, ce coût-là n'est en général pas traité par le volet juridique parce que même la DSI est incapable de l'anticiper. Voilà, donc on doit réfléchir à cet aspect finalement syndrome de Stockholm. Je suis prisonnier de telle ou telle plateforme et finalement je n'ai plus le choix et je m'en contente. C'est le danger. d'être captif. C'est ça l'enjeu exactement, c'est vraiment d'être captif et c'est très bien dit. Vous avez tout à fait raison. C'est ce sentiment d'être prisonnier d'un service, parce que aller vers un autre service serait trop coûteux, trop lourd à mettre en place et trop aléatoire en fait. Et finalement, pour retrouver peut-être les mêmes problématiques avec le nouvel acteur qui serait choisi. Donc c'est une vraie problématique, je suis d'accord. La réversibilité théorique aussi. Et la réversibilité absolument de la data qui, est très compliquée à anticiper, qui est difficile à rédiger juridiquement, sauf à faire des plans tous les ans, une revue en fait des conditions, des plans de réversibilité à mettre en place et du coup ça impliquerait au regard du volume des données, parce qu'en effet, plus le volume des données est important, plus le coût est important, et ça c'est un chiffrement qui doit être, un chiffrage plutôt qui doit être effectué régulièrement, mais c'est assez mal géré d'un point de vue contractuel une fois que les contrats sont signés, donc ça passe par le management contractuel, qui est encore un autre sujet un peu compliqué.
Et au-delà de là, au-delà de ça, toujours sur cette idée de dépendance, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure en parlant des bonnes pratiques de vigilance que les entreprises doivent avoir en choisissant leur fournisseur, etc. Est-ce qu'un accord, un mauvais accord, insuffisant, donnerait pas aussi la fausse impression qu'on peut continuer à donner nos données à tel ou tel acteur parce que l'accord permet de le faire et qui continuerait finalement à pérenniser cette dépendance qu'on a déjà à quelques grands acteurs du cloud non européens. Alors moi, j'ai une petite recette, une petite proposition qui s'appelle le multi-cloud. Le multi-cloud, en fait, est cette idée un petit peu simple, un petit peu connue dans d'autres industries, qui consiste à dépendre de plusieurs fournisseurs simultanément. C'est un peu la base, en fait. C'est-à-dire qu'on doit avoir plusieurs fournisseurs pour une prestation qui pourrait se retrouver pénalisante d'un côté parce que le cadre juridique extraterritorial a changé, ou parce qu'on n'a pas anticipé tel ou tel besoin, tel ou tel exponentiel au niveau du stockage des données, et donc, ou alors des exigences des clients. Un client pourrait dire, toute chose étant égale, je préfère être hébergé en Europe, donc je vais choisir tel concurrent. Donc le cadre concurrentiel joue aussi. Donc je pense qu'une des notions fondamentales, c'est tout simplement se dire, si je traite ces données, alors je vais devoir réfléchir à travailler avec plusieurs fournisseurs pour pouvoir faire un arbitrage simultané ou au cas par cas. C'est-à-dire qu'en simultané, je pourrais dire je vais faire un équilibrage de mes données. Comme ça, à tout moment, si les choses basculent dans un sens ou dans l'autre, eh bien, j'ai mon plan B, j'ai la deuxième jambe. Ou alors, de manière très précise, par exemple, je peux avoir une exploitation mondiale chez un acteur cloud américain pour toutes les données qui ne sont pas européennes, et un acteur européen pour toutes les données européennes, si je suis un acteur international. Voilà. Donc c'est des stratégies qui me semblent être finalement du bon sens. Mais pas tous ces œufs dans le même panier. Oui, j'avais pensé que c'est une très très bonne idée. C'est une bonne façon de répartir le risque et ce clivage protection des données européennes par un acteur européen et protection des données, en tout cas hébergement des données non européennes par un acteur tiers est une excellente idée. Vendu. Je crois qu'on avait quelqu'un d'OVH dans la salle. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des choses à... Est-ce que vous êtes un petit peu dans la même situation du coup est-ce que vous avez peut-être des choses à commenter sur tout ce qui vient d'être dit? Vous passez le micro. Vous pouvez venir si vous voulez. Oui, oui, bien sûr. Voilà, comme ça, on va aller. Oui. Ah, merci. J'allais dire, je ne vais pas être debout. Bonjour à tous. Donc, Valérie Grigg de VH Cloud. Alors, je n'ai pas énormément à apporter parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été déjà dites ce matin sur l'accord en lui-même. Donc, déjà qu'on n'a pas de véritable accord, seulement un accord de principe. Je pense que c'est quelque chose qui doit être répété et encore répété. Parce que ça n'a pas été bien compris, je pense, par de nombreux acteurs. Et peut-être souligner, un peu comme le disait Yann, c'est-à-dire qu'on a quand même une certaine prise de conscience ou un début de prise de conscience sur les enjeux de souveraineté numérique et qu'il ne faut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet accord nous distrait et nous fasse attendre le Messie pendant des mois ou voire des années, parce que comme on le disait, il y a énormément de choses à toiletter dans la loi américaine et finalement très peu garanties sur la réelle volonté des Américains d'aller aussi loin et un réel risque d'un Schrems 3, un Schrems 4, un Schrems 5. Ce sur quoi il faut se concentrer aujourd'hui, c'est avancer, mettre en place une politique industrielle ambitieuse, regarder l'écosystème français et européen, se rendre compte à quel point il est dynamique, à quel point il existe, parce qu'on n'en parle pas, on dirait qu'il n'existe pas, alors qu'on a des acteurs qui sont autour, qui sont sur cette scène, qui aujourd'hui ont des solutions, développent des solutions souveraines qui sont opérationnelles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un éventuel accord qui va arriver dans 1, 2, 3 ans et qui sera peut-être invalidé et donc source d'une insécurité juridique très importante.
Donc, je pense que c'était ce message-là à faire passer. Et je voudrais aussi rebondir sur la notion de données sensibles qui nous est également très chère chez OVH Cloud. Alors, c'est pas le tout de dire qu'il y a des données sensibles et qu'il faut les identifier et qu'il faut que les DSI élaborent des stratégies en fonction de ça, des stratégies multi-cloud. Il faut aussi les accompagner et je pense qu'on en revient au rôle de l'État, au rôle ambitieux de l'État, d'accompagner toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées, pour qu'elles prennent conscience de cet enjeu, de la valeur de leurs données, qu'elles arrivent à naviguer sur ces notions de données à caractère personnel et de données qui ne sont pas à caractère personnel, mais qui sont absolument stratégiques. Des données industrielles, par exemple, qui sont des données brutes, dont on dit souvent qu'elles n'ont pas de valeur parce qu'elles ne sont pas traitées, elles ne sont pas analysées, qui sont en fait des limiteurs sur la manière dont une entreprise travaille et s'organise, par exemple, dans une industrie. Donc ces données-là, elles ne peuvent pas être livrées sans réserve à des acteurs qui pourraient les réutiliser pour nous concurrencer, nous attaquer. On ne sait pas aujourd'hui. On en revient à la notion de géopolitique et de tous les enjeux aujourd'hui qu'on voit malheureusement avec la guerre et avec le fait que certains pays peuvent décider du jour au lendemain de couper des robinets, que ce soit des logiciels ou sur la partie énergétique. Donc voilà un peu les messages qu'on a, mais je pense que c'est très proche de tout ce qui a été dit ce matin déjà. Donc merci de me donner la parole en tout cas. Merci beaucoup. Et ça me permet de faire une petite transition aussi sur les questions qui ont commencé à être posées sur Livestorm. On donnera après la parole dans la salle, évidemment. Il y a une question, mais je pense qu'il rejoint exactement ce que vous disiez. Les États-Unis doivent respecter notre régulation s'ils manipulent des données européennes, mais est-ce qu'on n'est pas en train de projeter sur les États-Unis toutes nos frustrations, manque d'initiatives, laisser aller en termes de technologie, etc. Bon, je crois que ça reprend assez bien ce que vous disiez sur la nécessité de bâtir une politique industrielle européenne sur le numérique et la façon générale d'ailleurs. Donc voilà, je crois que ça fait assez bien à ces questions. On avait une autre question. Dans le cadre du partage de données mobilité, Strava partage des informations et exploite des applications tierces. J'ai l'impression que les Américains ne connaissent ou ne reconnaissent pas toutes les exigences RGPD, puis des accords d'échange des données pour ce type d'application. Quel est le cadre la réglementation qui encadre les applications qui elles-mêmes partagent des données, type Strava et autres applications sur la partie applicative, application mobile, l'enjeu il est surtout sur la géolocalisation en fait des terminaux, des smartphones. Là-dessus, la CNIL a pris deux mises en demeure assez claires contre deux acteurs qui exploitaient de la donnée sans consentement. Ça passe par le consentement en fait, de l'utilisateur. Il n'y a pas d'autre possibilité d'alternative lorsqu'on veut géolocaliser, donc exploiter des données de mobilité, que d'obtenir ce consentement, sinon le traitement est illicite, tout simplement. Donc après, c'est un risque, en effet. Après, je ne sais pas comment se comportent certains acteurs, si ils passent outre ce consentement, mais s'ils devaient le faire, ils risqueraient une sanction d'une autorité de contrôle européenne, notamment la CNIL. En réalité, tout ce qui touche aux données comportementales de masse est soumis au consentement. A priori, le consentement il est plutôt tacite dans le cadre des applications mobiles. On voit que, par exemple, Apple multiplie les pop-up qui nécessitent de dire « Ok, j'accepte cet usage ». Alors, c'est vrai que les utilisateurs sont un petit peu anesthésiés, donc acceptent un petit peu par défaut. Mais le sujet concerne aussi l'intégration de ces acteurs massifs qui sont à la fois moteurs de recherche et fournisseurs de Google Analytics. Voilà, donc on se retrouve dans le mélange de styles avec des acteurs qui vont faire du bundling, de la même manière que Microsoft aura tendance à faire du bundling de manière très très intégrée entre son offre SaaS et son sous-jacent, c'est-à-dire le NAS et le PaaS. Donc ces modèles monolithiques d'entreprises qui sont devenus des groupes gigantesques, qui pèsent des milliers de milliards, sont un sujet aussi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Europe, on a ce sujet de vouloir protéger avec un prisme, par exemple, RGPD, mais aux États-Unis, on se retrouve dans des situations où ces acteurs ont globalement suspendu l'innovation, parce qu'ils ont
d'une part, créer un modèle consolidé qui empêche l'arrivée de nouveaux entrants, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue du capital, et la SEC se penche sur les acquisitions qui sont des acquisitions non pas hostiles, mais qui sont en dessous d'un seuil de détection. C'est-à-dire qu'ils vont acquérir des startups qui sont les futures innovations de demain, mais ils vont les acquérir en dessous de 10 millions de dollars parce que la SEC ne va pas avoir un droit de regard sur ces acquisitions. Et donc, en ayant finalement réussi à capter l'essentiel de la valeur de nos données déjà, et donc réussi à valoriser ce capital, en n'ayant pas non plus payé beaucoup d'impôts en Europe, rappelons-le, ces acteurs ont consolidé un modèle qui fait qu'ils vont continuer, peut-être même parfois de manière non volontaire. On peut imaginer, on peut leur apporter ce crédit que parfois, c'est une approche boulimique qui va un petit peu par défaut ignorer le bon sens européen, parce que eh bien, c'est la boulimie qui est cet organisme qui valorise finalement chaque trimestre après chaque trimestre la valorisation d'actifs consolidés. Donc c'est un sujet, encore une fois, très très économique. Merci beaucoup. Alors, on avait une question aussi sur, on a beaucoup parlé du transfert, mais quid du traitement des données après transfert? Est-ce qu'il y a en ce moment un moyen de suivre et de savoir comment sont traitées les données qu'on transmet plus ou moins volontairement? Traité par qui en fait? Parce que là, les acteurs dont on parle sont des sous-traitants au sens du RGPD, donc ils n'ont pas vocation à exploiter les données pour leur compte. Sinon, ce serait un traitement qui serait illicite, qui serait fait de façon non loyale, non transparente, donc qui serait susceptible de faire l'objet d'une sanction. D'ailleurs, la CNIL a publié en début d'année une note intéressante sur le rapport entre responsable de traitement et sous-traitant et la façon dont le sous-traitant peut réexploiter les données et devenir du coup responsable de traitement. Et c'est évidemment sous couvert d'en informer, voire d'obtenir le consentement des personnes concernées. Donc normalement, ces données ne devraient pas être exploitées. Et même une exploitation, souvent ce qu'on retrouve dans les contrats, c'est une possibilité pour les sous-traitants d'utiliser les données de façon anonymisée. Mais là, je suis très curieuse de connaître la position qu'une autorité de contrôle européenne, type la CNIL, pourrait avoir sur la valeur, enfin la qualité de l'anonymisation, sachant qu'une anonymisation de la donnée, c'est très très compliqué à obtenir, et c'est souvent plutôt de la pseudonymisation. Donc, si on est sur la pseudonymisation de la donnée et qu'elle est exploitée, c'est un traitement, et donc c'est soumis à information, voire à consentement. Donc il est à parier que de nombreux acteurs qui se positionnent en qualité sous-traitant, qui exploitent de la donnée prétendument anonymisée, sont en fait des responsables de traitement qui s'ignorent peut-être un peu. Merci beaucoup. Alors, une dernière petite question sur le live store, mais après on passera à la salle. Que pensez-vous des nouvelles technologies de traitement des données sensibles en les gardant chiffrées, type comme chiffrement morphique, comme une solution de protection des données sensibles? Alors, le chiffrement morphique est quelque chose qui n'est pas encore productisé à ce stade, qui est largement théorique et issu de la recherche fondamentale. Donc, le chiffrement morphique, théoriquement, permettrait de traiter de la donnée sans connaître cette donnée en particulier, sans avoir accès à cette donnée. Par exemple, je pense que c'est important d'illustrer. Imaginons que l'on confie deux chiffres à une entité pour qu'elle fasse l'addition. Donc, on voit 3, on voit 5, on demande de faire l'addition, ça fait 8. Et tout le monde a vu que c'était 3, 5 et 8. Le chiffrement morphique consiste à encrypter 3, on ne voit plus 3. Encrypter 5, on ne voit plus 5. Demander de faire un calcul d'addition, on obtient 8. Et on ne sait pas que c'est issu de 3 et de 8. Donc c'est absolument magique. Sauf qu'il faut une puissance de calcul colossale. L'ordre de grandeur, c'est plutôt 1000 fois plus de puissance de calcul. Donc ce n'est pas aujourd'hui praticable et ce n'est certainement pas généralisé. Donc cette notion de chiffrement morphique est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure des années, qui pourra avoir une utilité notamment dans l'intelligence artificielle, puisqu'on va pouvoir faire des calculs, des modélisations sur la base de données
qui doit être protégé à la source et qui résulte en un modèle qui, lui, est décorrélé, en tout cas, de la source individuelle. Donc, on est vraiment sur l'anonymisation, plus que la pseudonymisation en l'occurrence, puisque les données d'entrée seront parfaitement obfusquées. Donc, c'est plutôt pour l'intelligence artificielle à ce stade, pour pouvoir faire des calculs sur un ensemble de données. Mais ce n'est pas exploitable dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous apportez le micro. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Éléonore Dupuis, je viens de ODrive. C'est une des 3 sociétés avec Euskal et OVH, justement, avant le SNC, c'est une cloud. Je voulais vous poser la question, surtout donc à Yann, qui est plutôt sur les aspects géoéconomiques ou géopolitiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce Second Cloud et de tout le lobby qui a été fait autour du cloud de confiance du côté des Américains? C'est ma première question. Alors pour résumer, peut-être pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu à distance, c'était la question sur Second Cloud. Voilà, question sur Second Cloud pour Yann. Alors déjà, bravo d'avoir obtenu le Second Cloud. Et pour rappel, le Second Cloud, évidemment, c'est cette qualification qui concerne un produit en particulier, pas l'entreprise dans sa totalité. Le Second Cloud est quelque chose qui est important, puisqu'il fait partie du dispositif de l'ANSSI, et que l'ANSSI va qualifier certains process, certaines solutions, justement dans les exigences cyber. Le sujet cyber est un sujet qui nous préoccupe tous au quotidien, et c'est une quête permanente, c'est-à-dire qu'on doit tous, en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens, en tant que dirigeants, augmenter notre capacité de challenger en tout cas les attaques cyber. C'est un processus d'amélioration continue. Chez Scaleway, nous préférons plutôt nous orienter vers l'ENISA, c'est-à-dire l'équivalent de ce que sera le Second Cloud au niveau européen. Ce que je considère, c'est qu'en tout cas, dans le cadre de la doctrine cloud de confiance, ou cloud dit de confiance, le Second Cloud est une nuisance. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes des acteurs économiques avec une ambition, et je peux regarder OVH qui a cette ambition, je peux regarder ODrive qui a cette ambition, Scaleway très certainement, une ambition qui va au-delà de la France, qui va au-delà de l'Europe, eh bien, nous ne pouvons pas nous préoccuper d'une qualification qui engage énormément de temps, de développement, de collaborateurs, alors que la course se joue au niveau mondial, sur un champ qui n'est pas régulé, et avec des considérations de part de marché dans lesquelles la France joue une partie minuscule. C'est-à-dire que ces sujets-là sont pour moi une nuisance parce qu'on regarde le problème par le petit bout de la lorgnette. Il faut d'abord commencer par l'Europe. Il faut d'abord se poser les questions de ce que ça veut dire le risque cyber à géométrie variable, parce que les qualifications, c'est sympa, ça peut rassurer, ça peut donner des gages de confiance, de lisibilité, on va dire. Mais l'acteur qui se fait le plus pirater au monde, qui a toutes les qualifications, c'est Microsoft. Donc la qualification en soi n'est pas du tout une garantie. C'est un gage peut-être de confiance, qu'il y a une démarche en effet de qualité, de sécurité, mais les acteurs du cloud ont par défaut cette obligation de fournir ce cadre de confiance. Donc voilà, ma position a été très claire, notamment parce que le Second Cloud, que je considère être quelque chose de très important et de légitime en France, n'est pas du tout bienvenu dans le cadre de la doctrine cloud au centre, parce qu'on se retrouve avec une injonction contradictoire. Aujourd'hui, ce qui est intéressant chez les GAFAM, c'est le PaaS. La valeur ajoutée se retrouve au niveau du Platform as a Service. Les sujets de IaaS sont une commodité. Donc, pourquoi est-ce que les grandes DSI veulent aller vers ces acteurs, le Health Data Hub par exemple, qui s'intéressent à Microsoft, non pas pour le IaaS, mais pour le PaaS. Et donc, l'injonction du cloud de confiance qui nécessite le Second Cloud est une injonction contradictoire, puisqu'il n'existe aucun acteur PaaS aujourd'hui qui ait cette certification. Alors, pour du SaaS, c'est très intéressant et c'est très clair. Alors, c'est pas plus simple, mais c'est un peu moins complexe
que de le faire au niveau du pass. Le IaaS qu'OVH a obtenu, c'est quelque chose qui est important, Outscale l'a obtenu aussi, mais ce n'est pas là l'enjeu. Donc en réalité, on s'est retrouvé dans une injonction contradictoire par rapport à un besoin du cloud qui est là où se capte la valeur. En attendant, les Français perdent du temps à se faire qualifier, alors que les Américains caracolent en tête avec leur pass. Voilà, j'ai répondu. Pour moi, c'est une nuisance temporaire, même si le second cloud en soi est quelque chose d'important, puisqu'il pose les bases d'une qualification qui concerne un process cyber qui doit avoir lieu quoi qu'il arrive. Merci. Je crois que vous avez dit que c'est ma première question, donc j'imagine que vous avez une deuxième. Ça va être plus rapide. En fait, n'étant pas du tout technique ni ingénieur, je me demandais si vraiment on aurait eu les capacités en France de créer un cloud souverain comme Thales l'a fait avec Google. Est-ce qu'on aurait un acteur aujourd'hui qui aurait pu être à ce niveau de concurrence? Est-ce que l'on questionne la souveraineté de Microsoft aux États-Unis? Est-ce que l'on questionne la souveraineté de Google aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on doit justifier la souveraineté d'OVH de Scaleway en France? Nous avons ces acteurs souverains. Nous les avons. Il se trouve que en Europe, la France est le pays qui a le plus de fournisseurs cloud en Europe. Quel était l'intérêt pour Thales de se tourner vers Google? Aujourd'hui, les acteurs qui sont dominants travaillent avec des acheteurs dominants. La France est le pays du CAC 40. Eh bien, ces DSI ont pour habitude, on est dans un organisme vivant, une économie c'est un organisme vivant avec des forces en présence, et ces acteurs aiment travailler avec Microsoft, qui est une entreprise tout à fait pertinente, qui fournit des solutions tout à fait pertinentes. Donc, ces grands acheteurs, ces grands DSI, veulent continuer de travailler avec les mêmes acteurs, notamment avec les ESN, qui est aussi une autre particularité française, c'est que les ESN font pour les clients ce dont elles ont besoin. Sauf que les ESN ont pour habitude de travailler avec ces grands fournisseurs. Toujours les mêmes. Donc, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience du manque de souveraineté, et donc les ESN commencent à se dire, tiens mince, il me faut d'autres fournisseurs, des acteurs locaux peut-être, et petit à petit, on arrive à changer la donne, à rééquilibrer un petit peu, et c'est compliqué, parce que les forces en présence se battent elles aussi. Elles ont des lobbies. C'est une question technique, du coup. C'est pas une question technique, parce que le mythe qui consiste à dire la France a 10 ans de retard est complètement faux. Déjà, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'adoption? Oui, la France est en retard sur l'adoption. On parle de 5-6 ans de retard. Pas de 10 ans. Mais au niveau des fournisseurs, nous n'avons pas 10 ans de retard, puisque la partie commoditaire est une commodité. C'est-à-dire que le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur assemblé en Chine ou à Taïwan, avec des puces sud-coréennes, et un CPU qui est globalement américain. Une fois qu'on l'a acheté, c'est le même pour tout le monde. Le serveur chez nous est strictement le même que chez AWS. Donc ensuite, il y a la partie logicielle par-dessus, qui est en effet ce PaaS et ce SaaS. Sur la partie commoditaire, encore une fois, si on parle de containers, nous avons tous la capacité de faire tourner des containers. Si on parle de stockage, on a tous la capacité de mettre à disposition du stockage distant. Si on parle de redondance, on a tous la capacité de fournir de la redondance. Donc encore une fois, si la DSI dit non, moi je veux travailler que avec tel acteur, je pense que le rôle juridique est de dire pourquoi. Et ensuite, si la DSI dit on a besoin de Microsoft parce que ça coche toutes les cases, il faut challenger toutes ces cases. En fait, quelles sont les cases qui sont le strict minimum? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à partir du strict minimum? Parce que c'est vrai que les Européens ont moins de fonctionnalités peut-être que ces acteurs qui ont investi des milliards. Mais la question n'est pas de savoir si le produit a toutes les cases par rapport à l'acteur qui est en position numéro 1, mais plutôt quelles sont les cases dont j'ai besoin pour répondre au service minimum dans une configuration multi-cloud pour les données sensibles. Ça, c'est la bonne réflexion. C'est quel est le strict minimum, le dénominateur commun, pour pouvoir ensuite répondre à un enjeu juridique, géopolitique, etc. Donc c'est une réflexion qui change complètement la donne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en effet, en Europe, en France, des acteurs qui ont une offre suffisante pour répondre à 80% des usages.
Donc c'est vrai que si 80%, ça veut dire qu'on ne répond pas à 20% des usages. Mais si on fragmente au sein d'une même entreprise, y compris un grand groupe, on peut très certainement travailler avec certains acteurs locaux parce que dans une entreprise, j'ai tellement de cas d'usage que je peux me contenter de certains acteurs locaux pour l'essentiel. Et peut-être que je travaille avec Microsoft pour de l'encryption de morphique sur un sujet de recherche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y a une question sur le PIEC, le projet européen qui a été lancé. Qu'est-ce qui a changé? Êtes-vous partie prenante de ce projet? Là encore, ma critique est sur la volonté industrielle. Donc on voit que le PIEC s'inscrit dans une volonté industrielle de financer certaines filières. Mais mon regret, c'est que le cloud de confiance, tel qu'il a été annoncé, par exemple, met en avant, et ça me rend furieux, Bleu Azure, le Graal, c'est-à-dire Microsoft sous forme de licence opérée par un acteur local, Orange, Capgemini, qui répondrait à toutes les problématiques juridiques. Sauf qu'on a démontré que c'était faux, puisque ça ne répond que à la partie Cloud Act, pas du tout à la loi FISA. Et c'est ça qui a été mis en avant. Le reste, c'est des plans de financement qui vont impliquer des dizaines et des centaines d'acteurs qui vont recevoir peut-être des milliards dans l'ensemble, et ce n'est pas de ça dont on a besoin. Donc le PIEC me semble être quelque part, évidemment, c'est comme ça qu'on fait en Europe, mais c'est une version pauvre de ce que fait la DARPA. La DARPA aux États-Unis dit voilà un sujet, c'est stratégique, et on investit massivement dans un acteur, ou quelques acteurs, pour réussir, alors que les plans d'investissement sur la comète européenne ont des effets peut-être dans 10 ans. Et en réalité, l'enjeu est aujourd'hui. Donc, j'aurais tendance à m'inquiéter de cette prolifération de plans d'investissement sur le long terme, alors qu'en réalité, on doit inscrire nos acheteurs, nos grands acheteurs, que ce soit la commande publique et les grandes entreprises, doivent s'inscrire dans l'effet vertueux de la commande directe. C'est de l'économie réelle dont on a besoin pour que les acteurs de taille intermédiaire deviennent des acteurs majeurs. C'est pour moi le seul sujet, en fait, c'est cette équation qui consiste à dire on doit arrêter de dire en Europe on n'a pas le droit de financer les filières directement, on doit être distributif, faire qu'il y ait un ruissellement. Ça ne marche pas. Je n'y crois plus. Vous voyez, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je crois qu'on est beaucoup d'accord, mais merci de l'avoir dit de façon si claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps pour une petite question. Non, bon, et bien, s'il n'y a plus de questions et que tout était clair, c'est parfait. On va s'arrêter là. Merci à vous deux, Élise et Yann, et merci à Blandine de nous avoir rejoints. On va parler de beaucoup de choses, séance très dense. Le replay sera disponible en ligne. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis à distance et n'hésitez pas à vous joindre à nous la prochaine fois. On a même du café et des croissants, c'est formidable. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura encore un petit déjeuner avant le FIC qui aura donc le mi-mai. Évidemment, on communiquera la date dès qu'on peut. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas vous joindre au prochain, on espère donc vous voir au FIC à Lille du 7 au 9 juin. Et en attendant, bonne fin de journée, bonne journée tout court et merci encore à tous les trois de nous avoir rejoints.